L'hiver est bien plus qu'une simple saison. Martin Lassoudière est sociologue, il se rend en hiver comme d'autres se rendent en Patagonie, pour l'étudier, en révéler le moindre détail. On a suivi son regard à la recherche d'un hiver particulier, celui des déneigeurs. Mais pourquoi l'hiver? Parce que personne s'y intéressait. À mesure où c'est quelque chose que j'ai vu aucun sociologue, aucun ethnologue en France travaillant sur un tel thème, ça me paraissait presque étonnant et voire même scandaleux par rapport à tous les gens qui subissent l'hiver, qui subissent la neige. Je me disais, bon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas que les sports d'hiver, il y a aussi tous les ruraux, tous les agriculteurs qui sont dans la neige et on n'en parle quasiment pas, sauf quand les villages sont bloqués et dans le fond c'est une saison comme une autre, il y a la vie sociale. Moi personnellement, je note un maximum de choses d'abord pour être sûr de ne rien oublier ou de rien laisser passer de ténu, justement d'anecdotiques, etc. Et puis également systématiquement, quelles que soient les saisons, une espèce de repères qui permettent de donner un minimum l'ambiance, la température, peut-être pas la force du vent, mais chaud, froid, vent, non, gris, enfin des choses comme ça. La géographie du lieu. La géographie du lieu, bien sûr, parce que ça me paraît avoir un sens, pas déterminant, mais ça a un sens dans un contexte. Je veux dire, on ne dit pas forcément les mêmes choses, le fait qu'il fasse telle température et pas telle autre, c'est un tout et j'essaie de prendre les choses globalement, donc tout compte, j'allais dire, absolument tout. Les déneigeurs, comment je les ai connus? Je les ai connus en étant à côté des assistés, si on peut dire, de l'hiver, c'est-à-dire des gens qui vivaient au quotidien, donc bloqués périodiquement par la neige. Je voyais ces hommes de la neige, du haut de leur chasse-neige, qui faisaient des petits signes, qui passaient triomphants, qui avaient l'air de se rire complètement des éléments, et je me suis dit finalement, pour faire une étude complète, peut-être pas avec tous les regards sur l'hiver, mais deux regards complémentaires et vraiment en interrelation extrêmement liés, c'est évidemment voir les gens qui subissent l'hiver et ceux qui en sont acteurs et qui luttent. Langogne, 2 minutes d'arrêt. On imagine mal aujourd'hui une région isolée de longs mois par la neige. Pourtant, sur le plateau ardéchois, à 1200 mètres d'altitude comme ailleurs dans le Massif central, l'administration chaque année se trouve devant la nécessité de déneiger, d'ouvrir des routes, de lutter contre ce qu'elle appelle l'isolement hivernal. Pour la subdivision de Langogne, service territorial du ministère de l'Équipement, autrefois appelé les ponts et chaussées, ce sont plus de 400 km de voies qu'il faut dégager de la neige qui les efface. C'est le rôle des déneigeurs dont l'activité s'inscrit comme autant de traces visibles dans le paysage. Voilà, donc là on est sur la fameuse 102 qui relie la 102 c'est le puits Urbanin. voilà. Mais en fait, votre circuit, en tant que patrouilleur, votre circuit, vous le décidez en fonction de la météo, de... Ah non, mais on a un itinéraire toujours le même. Toujours le même. La pierre plantée et D'accord, maille. ouais. Les déneigeurs savent tous que maîtriser la neige, c'est d'abord gérer l'imprévu. Il faut sans cesse surveiller, parcourir le territoire pour établir un état des lieux toujours à recommencer. Chaque nuit, à 3 h du matin, le patrouilleur commence sa veille itinérante pour débusquer l'imprévu, l'obstacle, la congère. Et là, donc... On va continuer, ma soeur, il reste là. Ah oui, là, c'est... Ah oui. C'est pas forcément épais, je veux dire, mais... Mais après, ça va être bouché tout. Oui, à partir du moment où il y a une congère ici, on sait qu'il y en a... On sait qu'il y en a ensuite, quoi.
Ici, la neige, les congères, la burle sont des choses sérieuses. Les chroniques des hivers d'Ardèche et de Lozère sont pleines de récits dramatiques. On se souvient encore de la sinistre auberge rouge où les voyageurs perdus dans la tempête croyaient trouver leur salut. Mais ils n'échappaient au froid que pour se faire assassiner. Leurs cadavres étaient alors rendus à l'hiver, jetés dans quelques congères pour être dévorés par les loups. Le col des Trois Sœurs porte quant à lui le souvenir d'un autre drame. Un soir d'hiver, 3 sœurs partirent danser. Au retour, prises dans la tourmente, elles s'épuisèrent jusqu'à tomber et furent retrouvées ensevelies dans la neige. Pour le sociologue, ces histoires de mort, de loups et de burles ne sont pas que les chroniques d'hiver perdus. C'est indescriptible. C'est pire que le Sahara. Il n'y a aucun moyen d'y échapper, si on peut dire. Ah, ben, si vous faites prendre la neige, vous tournerez en rond tant que vous n'êtes pas fatigué, mais vous tournerez toujours à la même place. Contrairement à ce que vous puissiez penser, et puis vous tournez jusqu'au moment où... Donc, mais ça n'existe plus maintenant, mais avant chaque année, il y avait 1 ou 2 personnes qui mouraient dans la neige, qu'on retrouvait dans la neige. Au point de vue matériel, qu'est-ce que vous aviez? Des pelles, des On pioches? avait notre pelle, nous avions notre pelle ou une pioche. Et les pelles, chacun avait la sienne? Vous la, Ah, chacun avait sa pelle. vous la bichonniez? Ah, oui. On la faisait chauffer, puis on y passait de la bougie, alors elle ne collait pas, vous savez. Mais vous êtes jamais, les équipes se perdaient jamais en pleine nuit, parce que vous disiez Non. qu'on travaillait en pleine nuit. Non, mais on se perdait pas. Non, on se perdait pas. On connaissait le pays, puis la route, on la voyait. Puis il y avait des arbres à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas des arbres sur la route. Mais il y avait des arbres, au contraire, les routes étaient bien plantées. Et même, on allait les déjuvrer le matin pour faire tomber le givre, pour pas que la neige les casse. Les casses, vous voulez dire Les arbres, il y avait des petits arbres, et on allait taper avec le manche de la pelle pour faire tomber le givre, pour que cette nature reste, vous comprenez. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus d'arbres le long des routes. Et vous aviez des repères comme ça dans la campagne pour ne pas vous retrouver là? Il y avait des piquets à l'époque ou pas? Non, il y avait des arbres. Il y avait des arbres le long de la route. Ça servait de repère, quoi. Ça servait de repère. Se perdre. Il apparaît peu à peu que c'est l'un des grands risques de l'hiver. Comment se diriger dans un espace blanc où tout a disparu sous la neige? Pire, comment s'y retrouver quand souffle la burle ou comme dans le blizzard du Grand Nord canadien, on ne voit pas à 5 mètres devant soi? Les questions peu à peu se précisent. Comment les déneigeurs se repèrent-ils dans l'hiver? Donc là, monsieur Reynaud, nous avons une carte de tout votre secteur d'intervention avec les routes, les voies classées par ordre d'importance ou de... C'est pour visualiser le... Disons qu'en urgence 1, l'urgence la plus importante, c'est le trafic sur la route nationale, puisque c'est lui qui permet de pouvoir absorber un trafic de transit. En urgence 2, il y a toutes les voies départementales qui relient les chefs-lieux. Et ensuite, une urgence 3, qui sont essentiellement des cols ou des routes qui permettent de passer par le col d'une vallée sur une autre et qui, à la limite, peuvent rester fermées plusieurs jours sans avoir une perturbation importante sur l'économie. Le talus d'une route. Voilà la voie. En contre-haut, un talus. En contrebas, un ravin. La formation de congères vient essentiellement du vent. En Ardèche, on appelle ça la burle. En fait, c'est le nom donné à la bise qui vient du nord. Le sens du vent. Donc il prend la route, donc on va dire l'ensemble en travers, quoi. Sur Voilà. le côté, quoi. D'accord.
au pied du talus, une zone de turbulence qui fait tourbillonner la neige, et en tourbillonnant, elle est ralentie, et en étant ralentie, elle se dépose. Et toute cette partie est un dépôt de neige provoqué par le vent qui obstrue totalement la route. Bon, vous en êtes où là? La nationale, elle est comment? Bon, la nationale, il y a toujours des plaques de neige tassées. On est presque au goudron entre la Nars et le pont de Sauvageon. Et là, on va arriver au départ du pendu avec la fraiseuse. Ah bon, mais ok, parce que j'ai déjà pas mal des appels pour le ski de fond. Oui, mais ce matin, je ne sais pas si on arrivera jusqu'à la piste de ski. Hein. Donc finalement, la route elle est blanche, elle va rester blanche. En fait, vous essayez pas de la gratter pour la mettre au noir. En fait, Il aurait fallu saler avant qu'il neige, saler après. Mais seulement qui dit saler, on fait fondre la neige, on est obligé de la racler au fur et à mesure qu'elle se dégèle. Donc cet entretien est réservé uniquement à la nationale. Et là, pratiquement, la route elle est vraiment large. Ah là, elle est au maximum. Ils ont fait deux voies, enfin, comme on dit. Ils ont fait les deux voies, ils ont élargi au maximum. Oui, ils arrivent pratiquement au baliveau, donc on ne peut pas élargir davantage. C'est bon, les voitures le voient là-bas? Vous le voyez, le panneau fermé là? C'est bon là. Ouais. C'est bon? Et d'ordinaire, vous l'ouvrez régulièrement le col du On pendu, l'ouvre assez je crois. régulièrement, oui. Et le relais, donc là pareil, vous essayez le plus possible, quand les conditions le permettent, de Mais là, disons, à l'ouvrir. chaque fois qu'on ouvre le CD 239, au passage, on ouvre la route qui va au relais parce qu'il y a un dépannage à faire, qu'on ne soit pas embêté. Après, parce que si on laisse la neige se tasser, il n'est plus possible d'enlever. Oui, il y a le chasse-neige qui arrive là. Il va rejoindre le collègue là. Il va fignoler ce que fait le collègue, c'est ça en gros. Puis il va nettoyer ce qui reste sur la chaussée là. Oui. Et là, comment ils sont synchronisés là, le chasse-neige et ils passent toujours dans le même ordre l'un devant l'autre ou... Lorsqu'il n'y a pas trop de neige, le chasse-neige passe devant. Et lorsqu'il y a une congère, le chasse-neige s'arrête. On fait passer la fraiseuse, elle dégage la congère. Et le chasse-neige reprend la place à l'avant. Ce chasse-neige est beaucoup plus rapide que la fraiseuse. La fraiseuse, c'est un véhicule qui avance très lentement. Ça peut monter à 4-5 à l'heure au maximum, mais un fraisage lorsqu'il n'y a pas trop de neige. Quand vient la saison, les déneigeurs disent on est en neige, comme les marins disent on est en mer. Leur navire, c'est l'étrave qui leur permet de fendre la neige. L'étrave domine la route, poussée par un simple tracteur, solide, nerveux, rapide. Devant l'obstacle, là où l'étrave ne passe pas, il faut la fraiseuse, lente, obstinée, technique, presque ensevelie dans la neige. Au corps à corps, elle la râpe, la mange. C'est l'outil de la patience, de l'expérience. Évidemment, il y a les hommes de l'étrave et ceux de la fraiseuse. C'est une question de goût, d'âge aussi, peut-être de caractère. On fonce dans la burle sans savoir ce qu'il y a devant, hein. Moitié du temps. Et alors vous vous repérez comment? Au bâton. D'accord.
Vous faites comment? Parce que vous ne pouvez pas quand même dégager la congère avec la voiture. Eh bien, on va le plus près possible et puis on l'accroche. Hein. Il faut la tirer. Là, il faut y descendre dans la burle. C'est pas le plus marin. Et vous y voyez quelque chose là-dedans? Pas toujours. Pour ce qui est burle, on n'y voit rien du tout. Oui, mais là, comment vous faites pour vous repérer? Ben, on a quelques repères, hein, comme on passe assez souvent sur les routes. L'été, on a les poteaux, on sait à quelle distance ils sont à peu près, puis les bâtons. Mais tout le réseau n'est quand même pas libre, si on peut dire. Quoi. Il y a des routes non déneigées. Hein. Si on prend les routes départementales, elles sont toutes enneigées. Il y a une couche de neige 4-5 cm pratiquement sur tout le circuit. Hein. Bon, la route nationale est davantage traitée puisqu'on la sale pratiquement 2 fois par jour. Mais de routes vraiment fermées, à part, je sais pas, le col du Pendu. Le col du Pendu, puis on a le CD377 là, dans le secteur du péage. Ouais, donc c'est une quasi-victoire, on va dire. C'est une quasi-victoire. Quasi-victoire, oui. Quasi-victoire. Que 2 cols à ouvrir. Ouais. Enfin, un col et une route qui passe dans une forêt. Bonsoir, ça va? Vous venez de où? De quel pays? Paris. Paris? C'est bon là-bas. Ah oui, ah oui. Vous les voyez souvent, ils viennent souvent ici? Mais de temps en temps, ils viennent ouvrir un peu, oui, parce que ça ne semble pas, mais je suis éloigné, hein. Je suis éloigné. Et en plus que c'est pas contourné le chemin, c'est ça. Ouais. Il y a combien de kilomètres jusqu'à la route? Il y a 3,5 km, hein. 3 km et demi. Pour aller au village. Ouais. Et vous descendez souvent, vous? Avec ce temps, hein, le moins possible, oui. Ouais. Nous avons encore chance qu'ils ouvrent un peu autrement. Pour sortir, on risque de rester dehors. Oui. C'est pas pour être trop bas aussi là. Ah non, mais je veux dire, tu continues. Tu vas pas plus bas, juste un petit morceau, tu vois. Oui, oui. Ça me fera la place pour mettre mon fumier là. Vous voyez, parce que je encombré là. Tout à l'heure j'en ai enlevé là avec la pelle, avec le lion. Ça me dégagera un peu pour mettre mon fumier, parce qu'après j'ai encombré, hein, après ça gagnerait par ici. Oui, on s'habitue à tout, bien sûr. Avant, c'était pas pareil, il y avait plus de monde, puis il y avait des voisins à côté, il y avait tout ça, puis il y avait les parents, il y avait tout, on était plus de monde. Mais maintenant, je suis tout seul ici. Alors, le plus que vous voyez, c'est les cantonniers quand ils viennent vous déneiger. Principalement l'hiver, oui. L'hiver, oui. Oui. Le facteur, bien sûr, quand c'est ouvert, le facteur, quand c'est ouvert, il monte. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas comme ça? Ben, nous, on déneige lorsque c'est possible. Hein. Oui. Bon, si vous voulez, on déneige les chemins départementaux en premier. Puis après, là, comme c'est une voie communale, c'est la commune Saint-Yann-du-Darès qui nous a confié le déneigement. Alors, sitôt qu'on est libre, bon, on vient le faire. Mais ce monsieur, quand même, c'est un cas un peu particulier, il est très gentil, puisqu'il ne nous demande pas de l'ouvrir systématiquement. C'est plutôt vous qui nous téléphonez lorsque vous avez envie d'être ouvert. Oui, parce que voilà, c'est quand même bien pour nous, ça nous bouscule moins. Puis ce qui se passait quand le chemin était détrempé un peu, vous voyez, que c'était mauvais. Aussi bien avec les traves, ça esquintait un peu le chemin, parce que vous comprenez la chose. Ah, c'est sûr. Dans la terre, on ne peut pas régler comme on veut, là. Alors je disais, tu n'en as pas trop besoin, bon, tu évites un petit peu de faire esquinter le chemin, le moins possible, bien sûr.
J'avais pas fait téter mes veaux encore. Tu vois, et là, je commençais à bramer. Hein. Et languisser de téter maintenant. Et oui. Qu'est-ce qu'un sociologue de l'hiver, ou plus généralement du climat? Un curieux professionnel? Un obstiné du détail? Un collectionneur d'impressions? Voilà du sel. C'est du sel. C'est du vrai sel. C'est pas du sable, c'est du sel. Tous ces éléments doivent être traités, analysés, ordonnés. Le sociologue doit alors prendre du recul et comparer. Comparer ce que disent deux voisins, comparer les hivers d'aujourd'hui à ceux d'hier, les hivers d'ici et d'ailleurs. Et de ces rapprochements parfois insolites, un sens apparaît. Jamais absolu ni définitif, mais comme une piste, un signe, un repère, simple bâton dans la neige. Les sociologues aussi plantent leur baliveau. Alors là, c'est un truc très mystérieux. Qu'est-ce que c'est exactement, monsieur? C'est un cryopédomètre. On dit un cryo? Cryopédomètre. Je connaissais pas, là, je reconnais. C'est pour mesurer la profondeur du gel dans le sol. Donc c'est un trou qu'on fait... Oui, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. 1 mètre de profondeur. Ouais. Et là, Avec... par exemple, ça... Là, vous voyez, c'est pas gelé. Il n'y a pas de gel. Ça a tout dégelé. Tout dégelé, ouais. Mais il y a quelques temps, c'était déjà plus... Oui, l'autre fois, il y avait peut-être au moins 15 ou 17. D'accord. Alors ça avait changé de couleur sur 15 ou 17 cm. Ah, c'est un produit chimique qui réagit ou qui... Qui réagit à la température. D'accord. Mais donc on peut considérer que c'est presque une petite station météo souterraine, ça. C'est intéressant comme mesure. C'est vrai qu'on ne devinerait pas ce qu'il y a là-dessous. Mais il y a vraiment que vous qui faites la météo, ne faites pas du tout ce genre de... Non, 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 non. Donc l'équipement là est en pointe, là, on va dire, là, en pointe. Alors question, quand il y a de la neige, comment vous arrivez à le retrouver? Il y a, je ne sais pas exactement, moi je ne me rappelle pas bien, il y a le nombre de pas de l'angle de la maison ici, puis on s'aligne à l'angle de la maison. D'accord, bonne réponse, vous avez la réponse. Laissez-vous passer. Le nombre de pages. Fallait y penser à celle-là. Le nombre de pages, je ne peux pas vous le dire. Vent du nord fort, bourrasque de neige, tourmente, neige 2 à 5 cm. RN 102 enneigée glissante, plus 3 km, côte La Chavade. C'est un témoignage extraordinaire, ça c'est... Là où ça enregistre, là, oui. Oui, mais on a toutes les années. Toutes les années, pratiquement, vous avez une chronique météo. Oh, oui, 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 oui. C'est... On doit l'avoir depuis plus de 15 ans. Oui, puisque vous disiez, c'est vraiment le terrain, là, c'est pas les prévisions. Non, 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 absolument pas. C'est ce que vous avez vérifié. Et si on n'avait pas ce petit balisage de bâtons, les chauffeurs risqueraient de perdre la route. Enfin, si on peut dire, ils font des coupes et puis ils plantent les bâtons à des endroits évidemment très précis, très réguliers pour border les voies, quoi. La question c'est se repérer dans la neige, c'est d'arriver à se débrouiller sur ce territoire blanc. Bon, manifestement il y arrive. Alors finalement comment ils font? Oui. Alors moi ça m'a frappé, je n'ai pas travaillé au Groenland, mais il paraît que, m'a-t-on dit, en Sibérie, au Groenland, alors que le visiteur, le voyageur ne voit rigoureusement rien, bon c'est connu, et bien en fait les habitants, les Inuits en l'occurrence, arrivent à se repérer à des signes extraordinairement ténus qui sont un revers de talus, qui sont 3 pierres dans un coin, un petit bouquet d'arbres rabougris, un petit bouquet de genévrier, ou une nuance de la côte si on est près de la mer, etc. Bon, eux, de la même manière, ils arrivent, bon, d'abord ils connaissent extrêmement bien le terrain, d'une part, d'autre part ils savent toujours où se forment les congères, les fameuses congères qui sont des espèces de hantises, et puis évidemment l'indice, enfin, moi, le signe, le repère le plus extraordinaire, sont ces fameux petits bâtons jetés comme le petit poussé, à la limite comme des cailloux le long de la route, et qui en fait, en cas de mauvais temps, sont rigoureusement essentiels. Ça nous a été dit à plusieurs reprises, et là, à ce séjour encore plus qu'à d'autres, que sans ces piquets, ils ne pourraient pas conduire du tout. Je veux dire, en cas de mauvais temps, ça serait rigoureusement, surtout dans les régions complètement planes. Et puis, ça leur prend 1 mois au début de la saison, pratiquement 1 mois, en fin de saison pour les déplanter, donc pour les couper, parce qu'ils sont changés chaque année, en fin de saison pratiquement 3 semaines pour les déplanter, et donc c'est une activité à part entière. La campagne hiver commence avec la plantation justement de ces piquets qui ouvre la campagne de l'hiver.
Yeah.